Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'évasion. Dans Invitation Voyage aujourd'hui, un homme qui s'est battu pour la liberté. Celle d'explorer le monde, celle d'écrire aussi, contre la volonté de son père. Nous suivrons le parcours de Robert Louis Stevenson, du Velay aux Cévennes, aux côtés de sa fidèle Modestine. Avec vous, on est capable d'aller au bout du monde chaque jour. En l'occurrence, ce sera jusqu'en Nouvelle-Zélande, à la découverte de ce précieux nectar, le miel de Manuka. Il est très épais, assez gélatineux aussi. Il est d'une douceur assez subtile, un goût presque médicinal. On sent qu'il est bon pour la santé. Des abeilles qui ont traversé les océans, un arbuste bien connu des Maoris. Vous aurez à mon avis très envie de goûter à ça dans l'héritage. En revanche, si on vous propose du pur lait de campagne à New York, dites non, fermement. Dans l'Hudson Valley, nous reviendrons sur l'un des premiers scandales sanitaires des États-Unis, une histoire qui allie vaches, bébés et whisky. Quant à notre recette du jour, elle se déguste comme un cadeau, comme une pochette surprise. Il faudra donc attendre un peu pour connaître les ingrédients de la recette du jour. Parfait. Mais avant, c'est la devinette qui nous emmène aujourd'hui à Tahiti. J'aimerais savoir quelle idée inattendue les chefs de tribu ont eue au XVIIIe siècle pour éviter de se faire massacrer par les Européens. À l'époque, l'île attire de nombreux explorateurs occidentaux, pas toujours bien intentionnés et souvent armés jusqu'aux dents. Les Tahitiens, eux, ne le sont pas armés, mais ils vont dégainer une parade redoutable. Je vous demande laquelle. La réponse, ça sera en fin d'émission, et pour l'instant, on va faire une petite promenade digestive dans les Cévennes. Enfin, il y a quand même 12 jours de randonnée. On va marcher dans les pas de l'un des plus grands romanciers du 19e, Robert Louis Stevenson, avec une compagne de voyage très à l'écoute. L'âne passa finalement à mon service, moyennant 65 francs et un verre de liqueur. Le sac avait déjà coûté 80 francs et 2 verres de bière. De sorte que Modestine, comme je la baptisais immédiatement, était, tout compte fait, l'article le moins onéreux. Cela allait dans l'ordre des choses, car elle n'était qu'un élément de mon matelas, un bois de lit automobile à 4 roulettes. Lesté de cet équipage, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, s'embarque en 1878 dans une de ces expéditions cocasses dont le jeune Écossais a le secret. La traversée à pied des régions enclavées du Velay, du Gévaudan, du Vivarais et enfin du massif des Cévennes, qui font écho à des souvenirs d'enfance. Un chagrin d'amour, doublé d'un conflit avec son père qui s'oppose à son souhait de devenir écrivain, lance Stevenson dans une quête de liberté. Sans carte ni boussole, le jeune homme invente son chemin sur 220 km. Un itinéraire devenu culte que de nombreux randonneurs arpentent aujourd'hui. 5 ans avant la publication de L'île au trésor, il souffle déjà sur son récit, Voyage avec un âne dans les Cévennes, l'exotisme et l'aventure qui constituent la sève même de son écriture. Point de départ du périple de Stevenson, le Monastier sur Gazeille, une petite bourgade perchée sur les contreforts du Massif central. Dans ce village de montagne replié sur lui-même, le jeune homme de 28 ans établit son point de chute pour préparer sa traversée. Moi-même, je suis anglaise. Je suis arrivée il y a une dizaine d'années au monastère. J'étais très bien accueillie. Mais Stevenson, lorsqu'il est venu en 1878, il était une espèce d'ovni dans ce paysage. On se demandait d'où il venait. C'est un choc culturel pour lui. C'est un choc culturel pour les habitants, mais qui va peut-être inspirer Stevenson et qui va le renforcer, en fait, dans son désir de poursuivre son aventure. Cette aventure, Stevenson la recherche ardemment. Dès son arrivée ici, il commence à consigner dans un journal de bord les réflexions qui naissent de ses rencontres avec les habitants. C'est pas mieux, ça. Si les paysages du Velay lui rappellent son Écosse natale, tout, au Monastier, le ramène à son statut d'étranger. Alors, madame, bonjour. Bonjour, madame. Certes, Stevenson parlait assez bien le français, mais avec un fort accent écossais. Mais surtout,
il ne maîtrisait pas le patois, la langue qu'on parlait ici. Et donc, on va se moquer un peu de lui. Surtout les dentelières qui pratiquaient leur art dans les rues, à l'extérieur. Et Stevenson avait l'habitude d'aller faire la causette avec ces dentelières qui se moquaient de son accent et lui disaient que de tous les patois qu'elles avaient entendus déjà, le sien était vraiment le plus drôle. Stevenson glane dans les petites scènes de vie quotidienne de quoi tisser les premières pages de son récit. L'écrivain transforme l'incompréhension dont il est l'objet en matière littéraire pour son Odyssée cévenole. On n'avait encore jamais vu ni entendu parler d'un voyageur de mon espèce dans le département. On me considérait avec mépris, comme quelqu'un qui projette un voyage dans la Lune, mais également avec un intérêt respectueux, comme un homme qui s'apprête à gagner le pôle inclément. Explorateur dans l'âme, le jeune écrivain est en quête de sensations fortes. Lorsqu'avec Modestine, il quitte finalement le Velay, c'est pour fouler les denses forêts d'une terre gorgée de légendes, le Gévaudan. Fouzillac est l'un des hameaux qui ponctuent cette contrée sauvage. Il avait l'impression certainement d'arriver au bout du monde, plus de lieux civilisés comme il a pu en trouver au Monastier. À l'époque, il n'y avait pas de bon chemin que nous trouvons aujourd'hui. Il était tout à fait désorienté. Il cherchait son chemin pour aller à Cheylard-l'Évêque, où il espérait trouver un hébergement pour la nuit. Mais personne n'a été capable vraiment de le renseigner. Les paysans sont généralement peu disposés à renseigner un voyageur. À mon approche, un vieux diable s'était tout simplement retiré dans sa demeure et avait barricadé sa porte. Et j'ai pu y tambouriner et m'égosiller, il fit la sourde oreille. Alors, malgré cet accueil peu chaleureux à Fouzillac, on se rend compte que Stevenson a tout de même à cœur d'échanger avec les habitants. Et il porte sur eux un égard un petit peu, on pourrait dire, d'ethnologue. Il s'intéresse à leur manière d'être. Et lui, il cherche son chemin, évidemment, mais il cherche aussi à connaître la mentalité de ses habitants, de ces contrées si sauvages. Profondément humaniste, Stevenson puise dans l'adversité pour truffer son récit de péripéties. Ces mésaventures forment le point de départ de l'aventure avec un grand A. Alors la rencontre avec ces habitants du Gévaudan va certainement nourrir les futurs écrits de Stevenson. Plus tard, il va écrire ses grandes œuvres telles que L'île au trésor. Et est-ce qu'il ne va pas se rappeler de ces caractères rudes de ces habitants du Gévaudan au moment où il va décrire donc Long John Silver et puis les pirates de L'île au trésor? Même déboussolé, Stevenson ne perd pas son cap, atteindre les Cévennes. Dans cette traversée agitée, le mont Lozère est un phare qui guide ses pas. La majesté de cette échine érodée est aussi la promesse d'une sensation de liberté nouvelle. Le mont Lozère, c'est un massif de granit qui est soumis à des conditions météorologiques difficiles. Vraiment, c'est un espace qui est âpre, qui est très froid en hiver. Il y a toujours du vent, même en plein été, il y a du vent. Ces grands espaces assez inhospitaliers qui sont inhabités, inhabitables en fait, ils sont pourtant parcourus par les troupeaux et par les hommes depuis longtemps, encore aujourd'hui. Et on vient y chercher ce grand air et une forme un peu presque métaphysique, un dépassement de notre quotidien
Et c'est ce que cherche Stevenson. Stevenson, lui, qui est athée, quand il passe et qu'il arrive sur les hauteurs du Mont Lozère, il s'élève, y compris spirituellement. Il arrive à un espèce d'état d'euphorie, en fait. Et il est porté par un paysage qui, malgré sa rigueur, est absolument essentiel pour lui. Jamais je ne me suis senti plus indépendant des aides matérielles. Nuit après nuit, un lit est fait et nous attend dans les champs, où Dieu tient chambre ouverte. Je pensais avoir redécouvert l'une de ces vérités qui sont révélées aux sauvages et cachées aux économistes politiques. Sur le flanc du mont Lozère, Stevenson passe la nuit à la Belle Étoile et se délecte de cette dernière étape avant le franchissement du sommet. En quittant le Gévaudan catholique, il est sur le point d'atteindre les Cévennes protestantes, véritable but de son voyage. Stevenson, quand il était petit, il était très proche de sa nounou, Connie. Et Connie, elle lui a raconté des centaines de fois l'histoire des Covenanters, qui sont les protestants écossais qui se sont rebellés contre l'oppression aussi menée par l'Angleterre. Et évidemment, il y a un lien très fort entre les Covenanters et les luttes qu'ont menées les protestants de France. Alors Stevenson, il est un peu comme un petit garçon qui va découvrir ce pays dont on a tant parlé pendant son enfance. En dévalant le versant sud du mont Lozère, le voyageur rencontre le hameau de Finiel, premier espace habité du massif des Cévennes. Ce hameau, qui est pourtant un hameau d'altitude, déjà dans ses ruelles, dans son bâti, il y a quelque chose qui a changé. Ce quelque chose, Stevenson dira, ça a un petit goût de sud, et c'est vrai, c'est l'influence méditerranéenne qui vient jusqu'ici. Ça se voit dans le bâti, ça se voit dans la culture, ça se voit dans le climat, le chant des oiseaux. Alors Stevenson, après ce passage un peu céleste là, du mont Lozère, reprend un ancrage terrestre. Et il arrive dans ce nouveau territoire, le territoire protestant. Et ce territoire protestant, il est très visible, on le voit avec les tombes qui sont juste derrière moi. Ici, les protestants enterrèrent leurs morts à l'intérieur des propriétés familiales en réponse à la répression que Louis XIV exerçait sur eux, notamment en condamnant les défunts à la fosse commune. D'abord clandestines, les luttes protestantes s'enflammèrent en 1702, en une sanglante rébellion de ceux que l'on appelle les Camisards contre le pouvoir royal. Au creux de la vallée du Tarn, dans le village de Pont-de-Montvert, un imposant temple tient toujours tête à une église catholique. Mais c'est son pont qui garde les traces de cette révolte. Le pont de Montvert, Green Hill Bridge, comme nous dirions chez nous, est un lieu mémorable dans l'histoire des Camisards. C'est ici que la guerre éclata. Ici que les Covenantaires du Sud tuèrent leur archevêque Sharp. Le zèle et l'affliction avaient rendu fous tous les protestants, sans exception. Ils étaient tous prophètes et prophétesses. Alors le voyage de Stevenson, il a pour but de vivre en fait cette guerre des Camisards. Il la connaît très bien, il connaît tous les événements historiques, les mouvements des Camisards, etc. Comme un historien, il a cette maîtrise-là, mais il a besoin d'autre chose. Il recherche l'expérience. Pour vivre cette expérience-là, il doit être sur le territoire et donc il va retrouver dans les lieux qu'il traverse, dans les pierres qu'il va fouler, il va retrouver l'essence des Camisards. Cette rébellion, le jeune homme l'a fait sienne. Comme les insurgés qui se soulèvent contre la tyrannie, Stevenson refuse d'embrasser la carrière de constructeur de phares exercée par les hommes de sa famille. Lui aussi doit trouver la force d'imposer sa vocation littéraire à son père. Alors, la fascination de Stevenson pour les Camisards, c'est pas une fascination pour les guerriers.
ce qui l'interpelle, ce qui l'inspire et ce qui vient chercher ici, c'est plutôt le souffle de liberté et ce qui guide en fait les Camisards et qui les a amenés à se battre sans aucune concession pour la liberté de conscience et pour ce qui paraissait plus essentiel pour eux que leur confort immédiat. Et Stevenson, ça c'est quelque chose qui le porte et qui le fait vivre. Et il sent que là est la base de son inspiration littéraire. Lui, c'est pas un guerrier, c'est un écrivain et avec sa plume, c'est aussi une forme de militantisme aussi ou de combat pour la liberté. À l'issue du voyage, la soif d'aventure et de mots de Stevenson l'emporte sur le destin tout tracé qui l'attendait. Le jeune homme s'embarque pour les États-Unis et se lance dans l'écriture de son premier grand roman, L'île au trésor. Vous connaissez les palindromes. 2002, par exemple, qui peut se lire dans les deux sens. Eh bien, c'est dans les Cévennes que l'un des plus vieux palindromes français a été découvert. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvinot. C'est une chapelle posée à 82 mètres de haut. La chapelle Saint-Michel d'Aiguille, tout à côté du Puy-en-Velay. Un mot sur celui qui en commence sa construction parce qu'il le vaut bien. Le chanoine Truanus, qui, en 962, se dit « Tiens, là-haut, je m'en vais construire une chapelle », avec les moyens qu'on imagine pour l'époque. Bien sûr, au Xe siècle, la chapelle ne ressemblait pas du tout à cela. Elle a largement été remaniée au XIIe et restaurée sous l'impulsion de Prosper Mérimée au XIXe siècle. C'est la période qui nous intéresse, le XIXe, car à l'occasion de cette restauration, un peintre fait une curieuse découverte dans l'embrasure de la fenêtre sud de la tribune. Derrière la peinture à la chaux, il retrouve un petit carré sur lequel on peut lire deux mots, rotas et opéra. Ce carré, enfin ce qu'il en reste, est conservé dans un musée tout à côté. Rotas et opéra figurent parmi une courte liste de 3 autres mots. Arepo, Ténet et Sator, 5 mots toujours écrits dans un carré qu'on peut lire de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Opéra, et là, ici, c'est Ténet. Appelé aussi carré magique, c'est un palindrome complexe, et certains lui prêtent même une signification ésotérique. Le réalisateur Christopher Nolan en a même fait un film, ésotérique lui aussi, appelé Ténet. Dans le A et le O, d'autres y voient le symbole de la fin et de la résurrection, d'autres encore croient y lire pater noster, et enfin, quelques-uns décèlent une croix ou un symbole de persécution des chrétiens. Le plus vieux ayant été découvert à Pompéi, de nombreux historiens sont sceptiques. Il y avait assez peu de chrétiens à Pompéi, rayé de la carte en 79 après Jésus-Christ. Assez peu probable donc que ce carré soit lié au christianisme. Sator, c'est le laboureur, Ténet veut dire « il tient », opéra « travail », rotas « roue » et arepo. Eh bien, arepo, en latin, ça ne veut rien dire. Un carré magique qui finalement n'a pas grand-chose de magique, juste un jeu de lettres comme « tu l'as trop écrasé, César, ce port-salut », qui peut se lire dans un sens comme dans l'autre. L'avantage de ce miel, c'est qu'on n'a presque plus besoin d'une trousse à pharmacie. Il est cicatrisant, il est super contre les bleus et en plus, c'est le meilleur ami des ORL. Le miel de Manuka, on le trouve à 18 500 km d'ici, en Nouvelle-Zélande, et les abeilles qu'il fabrique ont offert un héritage bien plus qu'onctueux à cet archipel. Les abeilles domestiques ont été introduites en Nouvelle-Zélande par les Européens dans les années 1800 dans le cadre d'un projet plus vaste visant à créer ce que certains ont appelé le pays du lait et du miel. Dans cet Éden du bout du monde, dernière terre habitée avant l'Antarctique jusqu'à la colonisation européenne, il n'existait aucune abeille à miel. Aujourd'hui, le pays produit pourtant un des meilleurs miels au monde, le miel de Manuka. Un cru exceptionnel, connu également pour ses vertus thérapeutiques.
Il est très épais, assez gélatineux aussi. Il est d'une douceur assez subtile. Un goût presque médicinal. On sent qu'il est bon pour la santé. Sa texture est vraiment crémeuse. Et quand on retourne un rayon, on voit que le miel ne s'écoule pas facilement. Ça fait une petite sensation de fourmillement au fond de la gorge. Et ça, pour moi, en tant qu'apiculteur, c'est le signe d'un miel de Manuka de très haute qualité. Mais avant tout, ce nectar raconte l'alliance de l'abeille à miel, qui fut le meilleur agent colonisateur des Anglais, et d'un arbre endémique aux fleurs blanches parfumées, le Manuka, un arbuste bien connu des peuples natifs, les Maoris. C'est sur les rives de l'estuaire de Okianga, entre un paysage de dunes, de mangroves et de mers tumultueuses, que débarque l'Anglaise Mary Bumby un jour de mars 1839. La missionnaire a dans ses bagages 2 ruches. C'est ici que Mary Bumby, la toute première personne à avoir amené l'abeille domestique en Nouvelle-Zélande, est arrivée il y a plus de 180 ans avec ses 2 ruches en paille tressée, après un voyage de 5 mois à travers les mers. Et c'était déjà tellement difficile pour Mary, alors on peut imaginer ce que cela a dû être pour ses abeilles. On se demande bien comment elles ont pu survivre à un tel voyage. Peut-être parce que c'était le début de l'hiver dans l'hémisphère nord et que les abeilles devaient être en train d'hiberner. Ces abeilles ne sont pas les premières à traverser les océans, mais elles sont considérées comme les toutes premières à y survivre. Mary Bumby est accompagnée de son frère. Les 2 missionnaires protestants ont prévu de s'installer à Mangungu, un petit village construit sous la protection de la tribu maori locale. À leur arrivée sur cette terre promise, il y a déjà quelques maisons, un cimetière et une église. Mary était une fervente protestante wesleyenne, et c'est l'amour de son frère, John Bumby, nommé surintendant de la mission wesleyenne, ici, dans le Okianga, qui l'a amené avec ses abeilles jusqu'en Nouvelle-Zélande. Elle a apporté avec elle des abeilles noires, pensant que John, qui adorait le miel, serait heureux d'en avoir sur ses tartines. Et puis l'abeille à miel a toujours été très importante dans la mythologie chrétienne. C'est l'histoire du Christ sur la croix. Les larmes qui ont coulé sur son visage se sont transformées en abeilles et elles sont devenues les messagères venant directement du ciel. Avec sa riche flore et son climat doux, le pays s'avère être un paradis pour ses abeilles domestiquées. D'autant que l'abeille noire européenne, dite Apis mellifera mellifera, ne rencontre ici aucun prédateur. Alors rapidement, elle prolifère. L'abeille domestique a donc eu beaucoup de succès. Et en Nouvelle-Zélande, une histoire dit que génétiquement, les abeilles mellifères de cette région peuvent être reliées jusqu'aux abeilles du Yorkshire, en Angleterre. Voici donc la maison où Mary et John ont d'abord vécu. Mary avait ses abeilles dans le cimetière qui se trouve juste en dessous de la maison. Pour ces premiers colons, les abeilles vont transformer cette terre perçue comme sauvage en un pays civilisé. Les Maoris locaux se méfiaient des abeilles. Ils les appelaient les mouches de l'homme blanc. En réalité, il existait déjà beaucoup d'abeilles indigènes, 28 espèces, mais aucune n'était comme les abeilles à miel. Aucune ne produisait l'or liquide que nous aimons tant. Et c'est sans doute ici même que le tout premier miel a été servi aux invités qui sont venus signer le traité de Waitangi, l'acte fondateur de la Nouvelle-Zélande. C'est ainsi qu'en février 1840, 70 chefs maoris viennent dans cette maison signer le traité de Waitangi et reconnaître ainsi la souveraineté de la Grande-Bretagne sur leurs terres. Un traité plein de malentendus.
Les Maoris croient à un futur partage équitable du pouvoir. Eux qui ne se réclament jamais propriétaires, mais simples gardiens de la terre, vont bientôt se retrouver exclus de toutes les décisions en lien avec le territoire. C'est à Christchurch, aujourd'hui la plus grande ville de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, surnommée la ville des jardins, que va avoir lieu la plus belle occasion pour les colons de promouvoir la production de miel. Nous nous trouvons à Hagley Park, à Christchurch, où un événement assez important dans l'histoire de l'apiculture a eu lieu. L'exposition internationale de la Nouvelle-Zélande s'est tenue ici de novembre 1906 à avril 1907, sur le modèle de la grande exposition du Crystal Palace à Londres. Ces expositions étaient de grands événements culturels à l'époque. C'était l'occasion pour les pays participants de montrer leurs prouesses culturelles, scientifiques et industrielles sur une scène internationale et de se faire une renommée. Lors de l'exposition, les méthodes modernes d'apiculture sont mises en avant et un rucher modèle est exposé. Ce rucher modèle était constitué de 20 ruches peintes en blanc. Elles étaient disposées devant une miellerie bien rangée. Cela donnait aux gens la possibilité de regarder à l'intérieur d'une ruche et de voir le comportement des abeilles ouvrières. Et la reine et les abeilles ouvrières étaient utilisées comme une sorte d'outil éducatif pour démontrer ce que pouvait être une organisation sociale supérieure ou appropriée. Vous aviez ces abeilles ouvrières industrieuses qui travaillaient diligemment et servaient le monarque. Chacun à sa place, faisant ce qu'il était censé faire, très productif, avec des ordres efficaces. Pour les Européens, les colonies d'abeilles constituent un modèle idéal de société permettant d'illustrer une moralité et une industrie jugée supérieure. Le missionnaire révérend Cotton, père de l'apiculture néo-zélandaise, écrit en 1848 « Je crois pouvoir conférer aux indigènes de la Nouvelle-Zélande le plaisir et les bénéfices de leurs propres abeilles. L'abeille d'Angleterre, comme l'homme d'Angleterre, n'est, je crois, surpassé par aucun autre au monde. » En termes idéologiques, ces colons européens accomplissaient l'œuvre de Dieu en sauvant des terres sauvages ou improductives. Les abeilles domestiques introduites en Nouvelle-Zélande ont littéralement aidé à polliniser les graines de l'Empire. Elles reproduisaient les graines que les colons avaient apportées en Nouvelle-Zélande, la fléole des prés, le régrès vivace, le trèfle rouge et blanc. On a introduit toutes ces plantes et les abeilles ont été importées en partie pour polliniser ces cultures. Ainsi, rapidement, les abeilles facilitent la conversion des forêts indigènes en pâturage. Dans un premier temps, les apiculteurs privilégient le miel de trèfle blanc plus au goût des Européens. Et ne sachant que faire du miel de manuka, ils l'auraient donné en nourriture aux bovins. Paradoxalement, ce sont aujourd'hui les apiculteurs qui cherchent à reboiser les forêts indigènes et à replanter du manuka. C'est particulièrement le cas à Taï, sur la côte est de l'île du Nord, avec ses longues plages dorées et son climat chaud et humide. Sur les collines à proximité de la mer, des milliers d'arbres natifs ont été plantés ces 20 dernières années. Ça, c'est la plante de manuka. Et là, on peut voir qu'elle est en fleurs. Le nom latin du manuka est Leptospermum scoparium. Tout d'abord, c'était une plante de très faible valeur dont aucun apiculteur ne voulait vraiment. Il était très difficile de faire sortir le miel des rayons du rucher. Il était de couleur sombre et avait un goût puissant. Alors que les Maoris connaissent depuis longtemps déjà ses propriétés médicinales, le manuka est utilisé par les colons comme bois de chauffage ou pour de simples clôtures. C'est seulement dans les années 1980 que l'intérêt pour le miel de manuka grandit lorsqu'on découvre ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires.
On a commencé à utiliser le miel de Manuka sur des personnes souffrant d'ulcères ou qui avaient de très vilaines lésions, qui ne guérissaient plus depuis des mois, voire des années. Aujourd'hui, ce miel est largement utilisé dans le monde entier, en Europe et aux États-Unis. C'est un traitement de pointe pour les plaies. Du coup, la demande pour ce produit a explosé, et bien au-delà de ce qu'il était possible de produire. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui rient de cette situation parce que, en tant que jeunes garçons, leur père leur avait demandé de défricher tous les Manukas, alors que maintenant, on en plante à nouveau. Ils voient bien l'ironie de l'histoire. Le pot de miel de Manuka peut à présent coûter plus de 100 € les 250 grammes. Non seulement car il est très demandé, mais aussi parce que sa récolte est difficile. L'un des défis lors de la récolte du miel de Manuka est que cette plante se trouve dans des régions très enclavées de Nouvelle-Zélande. Les routes peuvent être très raides. Cela veut dire qu'une chose essentielle pour l'apiculteur, c'est de trouver comment avoir accès au Manuka et comment faire sortir le miel une fois qu'il est produit. Certains utilisent même des hélicoptères. La production du miel est d'autant plus compliquée que la période de floraison du Manuka est très courte, environ 6 semaines. C'est alors une course folle au nectar précieux qui commence. Les apiculteurs profitent du fait que la plante fleurit en premier dans le nord et plus tard dans le sud. Certains apiculteurs font une petite récolte de miel dans le nord, en novembre, puis déplacent leur ruche dans le sud du pays et font une autre récolte fin janvier, début février. Et cela signifie qu'ils peuvent faire 2 récoltes dans la saison et améliorer leur production. C'est la dernière ruée vers l'or à travers le pays. Mais ce boom pose des problèmes écologiques, imposant un rythme que ni la végétation ni les petites ouvrières ne peuvent soutenir. Alors, des voix s'élèvent notamment parmi les Maoris, qui eux aussi se sont lancés dans la production pour préserver le Manuka et encadrer son exploitation en vue d'un développement plus durable. Nous nous considérons ici comme des gardiens, des Kaitiaki, ceux qui aident, qui préservent et viennent remettre un korowai, un manteau, à cette terre qui a été cultivée pendant de nombreuses années. Et ce que j'entends par korowai, c'est revêtir à nouveau la terre-mère. Et c'est ce que nous faisons, arbre après arbre. Est-ce que, comme moi, vous êtes du genre à manger des pâtes 7 fois par semaine? Aujourd'hui, on varie les plaisirs avec des anelletti, des pâtes en forme d'anneau qui auraient été inspirées par les boucles d'oreilles que les femmes arabes portaient en Sicile au Moyen-Âge. Et vous allez voir comment Déborah, qu'on a croisée à Catane, les prépare, ces anelletti. Voilà Papille. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un timbalo di anelletti. Nous voici sur la piazza Carlo Alberto. Derrière nous, l'église de la place. C'est un marché très ancien et très célèbre. C'est le plus grand de Catane. Il est également connu parce qu'on y vend de tout, et pas seulement de la nourriture. Le samedi, c'est toujours la cohue, parce que toutes les personnes de l'arrière-pays viennent ici au marché. Ces choux-fleurs-là sont typiquement siciliens. Les violets sont beaucoup plus doux. Rien à voir avec les choux-fleurs blancs ou verts. Ah oui, les blancs et les verts, je ne les achète jamais. C'est tout à fait naturel en Sicile de se mettre à discuter comme ça avec des inconnus dans la rue. Bonjour Cristofero. Tu peux me donner du fromage Caciocavallo. Bien frais, hein? Parfait. Préparons maintenant la pâte brisée pour notre timbalo. J'utilise de la farine de semoule, du saindoux. J'ajoute du vin sucré, le marsala. La particularité du timbalo réside dans le contraste entre les notes sucrées et le salé. Ce plat, c'est vraiment comme un cadeau, car on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est recouvert par cette pâte brisée, et quand on coupe le timbalo, c'est la découverte.
Cette recette est une ancienne tradition sicilienne. Elle remonte au moins à l'écrivain Tomasi di Lampedusa, qui mentionne déjà le timbalo dans son livre Le Guépard. Il faut maintenant laisser la pâte reposer au frigo. J'ajoute les oignons et l'ail. Et puis la viande de bœuf et de porc. Maintenant, il faut tapisser notre moule avec la pâte. Seuls les Italiens peuvent juger si je dis vrai. Mais quand ils viennent en Sicile, ils savent qu'ils vont trouver des ingrédients et des plats exceptionnels. C'est notre climat qui nous permet d'avoir des tomates, des aubergines et des poivrons d'exception presque tout au long de l'année. Forcément, c'est lié à notre position géographique. Et toutes les régions d'Italie ne peuvent se targuer d'avoir notre climat. J'ai retiré les morceaux de viande de la sauce pour pouvoir les couper en petits morceaux. Une première couche, puis une couche de viande. On ajoute du fromage, les œufs, et on termine par une couche de pâte. Cette nappe, je l'ai eue de ma grand-mère Laura, et elle est faite à la main. Super bon. Un petit milkshake à New York maintenant, est-ce que ça vous tente? Vous devriez, cela dit, attendre la fin de cet incontournable avant de répondre. À 2 heures de route au nord de New York, la Hudson Valley cultive son esprit bucolique, loin de l'effervescence citadine. La Hudson Valley est surtout le terrain des vaches. Une centaine de fermes laitières produisent ici un lait réputé pour être le plus pur de tout l'État. Incontournable Hudson Valley qui cache une toute autre histoire. Celle d'un des premiers scandales sanitaires de l'histoire américaine. Victoria Flexner, guide historique new-yorkaise, nous la raconte. Tout commence dans les années 1850 avec un constat terrifiant. À New York, les nourrissons meurent par milliers de diarrhées incontrôlables. Environ 8000 bébés mouraient chaque année d'une mystérieuse maladie que personne n'arrivait à identifier. La médecine n'était pas aussi avancée que maintenant. Alors chacun y allait de sa théorie. Certains pensaient que c'était peut-être une épidémie de choléra, ou la tuberculose, ou encore la diphtérie. En ce début d'ère industrielle, les maladies sont monnaie courante. La ville de New York connaît une croissance démographique exponentielle, passant de 80 000 à 700 000 habitants en 50 ans. Les familles s'entassent dans des immeubles insalubres, les usines crachent leur fumée noire. Manhattan, autrefois terre de fermiers, se pare de briques et de métal.
La population sur l'île de Manhattan est devenue très dense. Il n'y avait plus d'espace pour les fermes laitières. Donc, le lait était produit au nord de l'État, puis acheminé jusqu'à la ville. Et comme les camions réfrigérés n'avaient pas encore été inventés, il était alors impossible de livrer du lait frais dans la ville. Il tournait avant même d'avoir atteint sa destination. Or, le lait est un produit essentiel, notamment pour les femmes des milieux populaires. La plupart travaillent près de 10 heures par jour à l'usine. Les jeunes mères ne peuvent donc pas toujours allaiter leurs enfants et doivent trouver un moyen de les nourrir. La consommation de lait de substitution ne cesse d'augmenter à mesure que la ville grandit. Un lait pas cher, un peu bleuâtre, inonde alors le marché. Il vient des campagnes et se vend à tous les coins de rue dans la ville de New York. Un matin, le patron de presse, Frank Leslie, ancien du New York Times, trouve une bouteille de ce lait de campagne à l'aspect peu ragoûtant devant sa porte. Interloqué, il s'interroge sur la provenance de la bouteille. Frank Leslie avait une intuition, le pressentiment que peut-être le lait pouvait être la cause de cette mortalité infantile en hausse. Il n'était pas entièrement sûr de lui, mais le fait que le gouvernement soit notoirement corrompu l'a poussé à intensifier ses recherches. C'est devenu l'investigation la plus importante de sa carrière. Frank Leslie commence par aller voir les fermiers de la Hudson Valley un par un. Mais aucun ne reconnaît avoir produit cet étrange lait. Le journaliste décide alors de poursuivre son enquête dans la ville. En observant le trajet de ces bouteilles de lait, il remonte le fil de la production jusqu'à la source. Il se rend compte, avec horreur, que ce lait n'est pas produit dans une ferme laitière, mais dans une distillerie de whisky. Une fois que les céréales comme l'orge, l'avoine, le houblon sont transformés en alcool, il reste une sorte de bouillie de déchets céréaliers qu'on appelle le mou. Certains distillateurs innovants et opportunistes se sont dit qu'ils pouvaient tirer profit de ce mou en le vendant pour nourrir les vaches. Et pour ceux qui voulaient produire du lait en ville, ce mou était idéal car ils n'avaient pas de grands champs pour produire autre chose comme aliment pour le bétail. Nourries au mou, les vaches produisent un lait clair surnommé swill milk. Littéralement, le lait issu des déchets. Ce lait est ensuite vendu à très bas coût aux consommateurs sous le nom mensonger de Pure Country Milk, pur lait de campagne. Et nul ne se doute que le contenu de ces jolies bouteilles est en réalité très très loin du bon lait de la ferme. Ce lait était absolument toxique pour les humains et ne devait en aucun cas être consommé. Les vaches boudaient le mou et finissaient par le manger uniquement pour ne pas se laisser mourir de faim. Mais elles tombaient gravement malades. Leur lait contenait souvent du pus à cause des plaies purulentes qui recouvraient leur corps. Le lait avait une teinte bleuâtre. Et en plus des choses horribles transmises par la vache malade, le lait était également mélangé avec de la craie, de la farine et des œufs pour lui redonner l'apparence et la texture d'un lait normal. Ce breuvage décime les nourrissons. Le 22 mai 1858, Frank Leslie publie son enquête dénonçant les coupables, les distilleries de whisky. Une onde de choc secoue alors New York, des émeutes éclatent, la ville s'embrase. Des rassemblements se forment devant les distilleries et la mairie n'a d'autre choix que d'agir. Les autorités sanitaires sont envoyées sur place, mais quand elles arrivent, plus aucune trace des vaches. La plupart des patrons de distilleries étaient de mèche avec les politiques de la ville, notoirement corrompus au XIXe siècle. Donc s'il y avait une visite prévue par les autorités sanitaires, l'élu local prévenait la distillerie et les vaches étaient alors déplacées ailleurs. La détermination du journaliste aura finalement raison des manigances politiques new-yorkaises. En 1862, le gouvernement vote définitivement l'interdiction du swill milk.
Mais il faudra attendre 1906, 50 ans plus tard, pour que la première réglementation sanitaire soit votée aux États-Unis. Tout à l'heure, je vous demandais quelle parade redoutable les Tahitiens ont utilisée au XVIIIe siècle pour éviter de se faire tuer par les envahisseurs étrangers. Eh bien, ils se sont servis de la beauté des femmes de leur tribu pour désarmer les potentiels agresseurs. En 1767, une expédition anglaise à Tahiti avait en effet tourné au massacre. Les Tahitiens, qui n'étaient pourtant pas armés, s'étaient fait tirer dessus au canon par les Britanniques. À partir de là, les chefs tribaux ont décidé d'envoyer de très jeunes femmes dénudées comme offrande sexuelle aux marins étrangers qui approcheraient désormais de leurs côtes, histoire de les préserver d'une nouvelle tuerie. Allez, je vous dis bis bald.